Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez évidemment dans la foulée chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le jour d'après sur les marchés qui digèrent les résultats du second tour des élections législatives françaises avec une situation de blocage politique qui s'est encore accrue par rapport au paysage de l'Assemblée nationale qu'on pouvait avoir ces 2 dernières années. Le marché estime que cette situation de blocage est peut-être le moins pire des scénarios à court terme. Néanmoins, il maintient un grand nombre d'incertitudes sur la gouvernance politique d'un pays comme la France face à des sujets majeurs, que ce soit les questions de long terme autour des sujets de transition démographique, énergétique, etc. Mais à plus court terme sur le sujet de la trajectoire des finances publiques. Sur les 5 premiers mois de 2024, le déficit public français s'est aggravé plus fortement encore que ce qu'il s'était aggravé sur les 5 premiers mois de 2023. La trajectoire reste donc une pente largement glissante et ce sera évidemment une tâche prioritaire pour la future gouvernance politique de la France avec des rendez-vous budgétaires qui sont fixés à la rentrée, à savoir à l'automne autour du mois de septembre, octobre, novembre. En attendant, le marché prend acte de la nouvelle donne politique en France et garde ses nerfs et son calme. Vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Pauline Gratel. Notez qu'au final, la petite hausse du jour est en train de s'effacer complètement sur les indices actions en Europe. Au démarrage d'une semaine qui sera marquée par la macroéconomie, puisque nous aurons le chiffre et le rapport d'inflation aux États-Unis pour le mois de juin, publié ce jeudi. Jérôme Powell s'exprimera de manière solennelle à l'occasion de son témoignage semi-annuel devant les commissions du Sénat mardi et de la Chambre des représentants mercredi. Et puis en fin de semaine, ce sont les entreprises qui reprendront la parole avec le coup d'envoi de la saison des publications de résultats du 2e trimestre, à commencer par les grandes banques américaines ce vendredi qui publieront leurs chiffres d'activité. On parle de JP Morgan, Citigroup ou encore Wells Fargo. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, tendance mon ami avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Effectivement, séance un peu dispersée en fin de journée notamment, avec une hausse qui est en train de s'effacer complètement sur la plupart des indices actions en Europe. Oui, après le second tour des élections législatives, le résultat d'ailleurs c'est qu'aucun parti n'obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les électeurs ont placé en tête le nouveau Front populaire avec 182 sièges, déjouant ainsi les sondages. Une assemblée qui est scindée en 3 blocs. Derrière le NFP, la majorité présidentielle obtient 158 sièges et le Rassemblement national 143. Au lendemain donc de ces résultats, les bourses européennes sont en ordre dispersé. La bourse de Paris était en hausse de 0,8% au début de la séance, mais maintenant elle est nettement sous les 7700 points et s'inscrit donc en baisse en fin de séance. Ouais, on tourne autour de 7650 points et un peu moins même pour le CAC 40 à l'arrivée ce soir. Qu'en est-il du marché obligataire et notamment des rendements français ? Le rendement de l'obligation française à 10 ans se détend entre 3,15 et 3,20% aujourd'hui. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans est autour de 2,50%. Le spread entre ces deux obligations est entre 65 et 70 points de base. Du côté des indicateurs, l'indice Sentix qui mesure la confiance des investisseurs en zone euro chute lourdement à moins 7,3 en juillet après 0,3 en juin. Toujours en lien avec la situation spécifique française, on voit quelques valeurs particulières françaises qui étaient sous pression depuis l'annonce de la dissolution et qui poursuivent leur remontée. Oui, comme TF1 et M6 par exemple, qui sont en hausse au sein du SRD. Après les résultats des élections législatives, le marché craignait une potentielle privatisation de l'audiovisuel public en cas de victoire du RN. Les deux valeurs sont donc en hausse de 5% au cours de la séance. Mis à part l'audiovisuel, les banques
qui ont également souffert depuis l'annonce de la dissolution, sont aujourd'hui sans direction en France. Mais le compartiment européen du secteur bancaire progresse de presque 1%. Dans les autres valeurs, Ubisoft bondit de 8% après le changement de recommandation de Jefferies de sous-performer à acheter. Côté valeur américaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention aujourd'hui, Pauline ? Boeing trouve un accord avec la justice américaine et plaide coupable à l'accusation pénale concernant les 2 accidents mortels de 737 MAX. Boeing accepte de payer une amende de 243 millions de dollars. Le titre ouvre en hausse de 2%. Toujours aux États-Unis, Skydance et Paramount Global annoncent leur fusion après plusieurs semaines de discussions et de rebondissements. C'est un événement majeur dans l'industrie du divertissement. Paramount ouvre en léger repli à Wall Street. Et pour finir, un mot de l'agenda de demain, Pauline, et des prochains jours. Demain, l'agenda sera léger en attendant les temps forts de la semaine, à savoir le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell devant le Congrès américain, l'inflation américaine de juin et le top départ de la saison des résultats trimestriels vendredi avec Wells Fargo, Citigroup et JP Morgan. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Fleuret est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir, Grégoire. Gilles Bazicien nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le président d'Equity GPS et Florent Delorme à nos côtés. Bonsoir Florent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez M&G Investments. Florent, habituellement l'investisseur avisé, pragmatique, a souvent tort de tenir un peu trop compte du bruit politique dans sa prise de décision d'investisseur. Est-ce que c'est un playbook valable au regard de l'actualité ? Je parle bien sûr de la France, mais peut-être pas uniquement du cas français. Ou est-ce que les choses sont un peu différentes dans le monde aujourd'hui, avec une dimension politique qui devient aussi un driver de marché ? Je pense qu'il est bon que l'investisseur s'intéresse au cadre politique, même si effectivement, on a l'habitude de dire ces dernières années que finalement ça a peu d'intérêt, c'est parce qu'on a été confronté... On dit ça a posteriori généralement. Voilà, et parce qu'on a été confronté à des situations politiques qui en réalité ne remettaient pas fondamentalement en cause la structure économique dans laquelle on était placé, mais ça ne veut pas dire que la dimension politique n'est pas importante, ça veut juste dire qu'on était sur des situations qui ne méritait pas de s'inquiéter parce que, en réalité, ce qu'on interprétait comme une rupture politique n'en était pas une. Pour qu'il y ait rupture politique, il faut qu'effectivement des variables majeures de fonctionnement du capitalisme soient en cause. Voilà. Alors, en ce qui concerne la situation, ceci étant dit, la situation présente qu'il faut effectivement analyser avec attention. Effectivement, pour notre part, il nous semble qu'il serait prématuré d'avoir une analyse très sombre de la situation et on peut trouver de nombreux arguments pour justifier cette relative sérénité. Donc je peux effectivement m'engager les marchés restent calmes aujourd'hui et gardent leur nerf, effectivement, sur la base de quel rationnel, Florent ? Donc la première des choses, ça a été répété sur de nombreux plateaux, c'est qu'effectivement, aucune majorité absolue ne s'est dessinée à l'occasion de ces élections, ce qui signifie donc que les programmes les plus dispendieux, en particulier celui du nouveau Front populaire, mais ça aurait été le cas aussi pour celui du Rassemblement national, ne pourront pas être déployés dans leur intégralité. Et donc là, effectivement, le nouveau Front populaire a une majorité beaucoup trop courte pour imaginer, quand bien même le président de la République ferait le choix d'un Premier ministre issu de ses rangs. Donc le nouveau Front populaire a sans doute une majorité beaucoup trop courte pour imaginer pouvoir déployer intégralement son programme. Donc ça, c'est un argument qui reste l'argument numéro un. Et puis ensuite, au-delà de cet aspect très technique du fonctionnement de la Ve République, il faut rappeler qu'effectivement la France évolue
dans un cadre institutionnel européen, avec l'appartenance à l'Union européenne, et surtout, et c'est là l'élément clé, à la monnaie unique, avec ce que ça implique en termes de respect du pacte de stabilité et de surveillance par les autorités européennes. Donc, quand bien même le NFP voudrait, avec l'accord à ce stade très improbable du Parlement, s'engager dans des politiques budgétaires extrêmement coûteuses, la pression monterait très très vite du côté de l'Union européenne. Et effectivement, dans la mesure où le NFP n'envisage pas du tout une sortie de la zone euro, on ne voit pas comment le rapport de force ne se terminerait pas par un recul du nouveau Front populaire, comme ça avait été le cas pour François Hollande, qui avait débuté sa campagne en indiquant que son ennemi c'était la finance, qui avait lui-même essayé d'engager un rapport de force avec l'Union européenne, avec un résultat assez limité. Donc le point clé, c'est effectivement l'appartenance à la zone euro. Et quand on dit qu'il faut effectivement surveiller la dimension politique, c'est notamment ce facteur-là qui reste le sujet décisif. Pour les marchés. Pour les marchés, si effectivement dans les prochaines années, il y avait de ce point de vue-là un revirement, avec à la fois l'électorat français qui, dans sa majorité, se mettrait à douter de la monnaie unique, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant, puisqu'il y a un taux d'adhésion à la monnaie unique historiquement qui atteint des records. Partout mais en Europe. Le paramètre politique à surveiller pour un investisseur dans les années qui viennent, c'est le taux d'adhésion des Français à la monnaie unique, puisque les partis politiques... Et au cadre qui va avec. Et au cadre qui va avec, puisque les partis politiques qui collent, disons, à ce souhait majeur de la population française, et aucun n'envisage la sortie de la zone euro. Donc... s'il y a bien un sujet où les Français sont unis, c'est sur l'appartenance à l'euro. Voilà. Et puis, troisième série d'arguments qu'on peut mettre en avant, et puis je laisserai mes collègues s'exprimer, c'est effectivement la surveillance que les marchés vont opérer sur un éventuel budget excessif qui serait voté. Donc là, je parle vraiment au conditionnel. Il faudrait déjà que les étapes précédentes soient passées, mais quand bien même... on aurait une chambre qui finirait par voter, une commission européenne qui serait un peu souple sur l'interprétation des critères du pacte de stabilité. Il y aurait les marchés qui joueraient leur rôle de vigie en dernier ressort, et on verrait indéniablement les taux de la dette française monter, ce qui serait de nature très rapidement à ramener le gouvernement à la réalité, sauf à ce que la BCE, par ses mécanismes d'intervention anti-fragmentation, décide dans le jeu. Décide de rentrer dans le jeu, mais ça semble peu probable, puisque ces mécanismes d'anti-fragmentation stipulent très clairement qu'ils ne peuvent être mis en œuvre que lorsque la BCE considère qu'il y a une surréaction des marchés sans lien avec la réalité. Ça sous-tend une situation de crise non ordonnée, pour dire les choses. Voilà. Et en tout cas, ça ne peut pas se faire quand il y a un volontarisme dans la dépense publique en dehors du pacte de Maastricht. Donc une intervention de la BCE pour venir en soutien d'un gouvernement français qui voudrait effectivement dépenser très largement semble une hypothèse là aussi très improbable. Donc on voit bien qu'il y a trois grandes raisons qui méritent de rester à ce stade serein, et en réalité le mot final de tout ça, ce sera la prochaine présidentielle, puisqu'il faut attendre effectivement qu'une personnalité politique présidentiable émerge, restructure un petit peu l'offre politique et essaye d'attirer à elle effectivement une majorité pour revenir à une situation plus normale. Mais on a sans doute 3 années devant nous de statu quo et de refonte de l'offre politique pour essayer d'arriver à la présidentielle avec une dynamique majoritaire. Mais offerte par qui, effectivement, à ce stade, ça reste une question. Véronique, les leçons que vous tirez de ce scrutin français, et puis l'idée du statu quo, alors je ne vais pas dire qu'il plaît au marché, mais qui est peut-être la moins pire des solutions, ou le moins pire des résultats pour les investisseurs, ça implique aussi que si la France ne fait rien, reste immobile,
on a une trajectoire de finances publiques qui continue de se dégrader à ce stade. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un ayatollah. Enfin, les déséquilibres doivent être regardés dans les deux sens, j'imagine. Trop d'excédents, trop de déficits. Là, en l'occurrence, il y a quand même un vrai sujet sur spécifiquement la trajectoire de finances publiques française, en absolu, et en relatif comparé à ce qui se fait ailleurs en Europe, y compris sur le plan des pays périphériques, donc qui met quand même une pression supplémentaire. Ne rien faire, c'est laisser se dégrader le déficit public encore plus fortement que ce qu'on a vu l'an dernier. Oui, sans doute. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le fait que les marchés, en général, préfèrent la perspective de coalition que des ruptures politiques. Ça marche tout le temps. On a constaté la même chose il y a longtemps sur l'Allemagne, etc. Et je pense que par rapport aux alternatives qu'on avait à la fin de la semaine dernière, il y a déjà la préférence pour ce qui se profile, c'est-à-dire, il n'y a pas de majorité, donc il va falloir faire ensemble. Ouais. Faire ensemble, ça ne veut pas dire forcément faire avec ensemble, mais ça veut dire arriver à des consensus. Et puis si on n'arrive pas à des consensus, on aura un gouvernement qui ne pourra pas aller très loin, donc qui ne pourra pas déployer des mesures trop choc, etc. Parce que trop clivantes, voilà. Ouais. Trop clivante, etc. Et donc, je pense que ça justifie une partie de la réaction positive du marché. Enfin, positive. Oui. La neutralité marché. Oui, c'est ça. Le calme. Après, sortons un peu du cadre français. Moi, hier, je trouvais intéressant d'écouter les réactions des Allemands ou de certains Européens qui se disaient soulagés. Soulagé que la France ait repoussé l'extrême droite. Non, n'oublions pas cette considération parce qu'elle est essentielle. Et je pense qu'effectivement, il y a également, sans doute, une partie du réconfort du marché. Et c'est pas une histoire seulement des finances publiques, des équilibres, etc. Non, je pense qu'il y a vraiment un sens politique aussi important qui est présent, difficile toujours à mesurer, mais qui doit compter. Et puis l'autre chose, on a beaucoup parlé des déficits, du contexte budgétaire français, qui est indéniablement préoccupant. C'est pas moi qui veux dire le contraire. Il est d'autant plus préoccupant qu'on a dépensé beaucoup apparemment pour rien sans effet. Donc ça, c'est encore plus inquiétant. Néanmoins, je ne suis pas sûre que les marchés observent cela avec beaucoup d'inquiétude. Finalement, de l'eau est passée sous les ponts quand même ces 5 dernières années par rapport à la tenue des finances publiques. Il y a eu des Covid, il y a eu des guerres, il y a eu finalement de l'argent public dépensé comme jamais personne ne l'aurait imaginé. Et c'est passé. C'est passé pourquoi ? Parce qu'il y a quelque part une acceptation de ce rôle des pouvoirs publics. De la politique budgétaire. La politique budgétaire, pour des tas de raisons. Dans l'atteinte d'objectifs stratégiques. Souveraines, reconstruction industrielle, tout un tas de choses autour desquelles il y a quand même un consensus. Et peut-être que nous, économistes ou investisseurs, on est un peu trop focalisés sur cette problématique-là et que si on prend du recul, mais finalement, alors il y a un degré d'acceptation, et celui-là, je ne le connais pas, personne ne le connaît. Ouais. Donc, ce que je dis est probablement à mesurer. Mais je me demande si effectivement cette problématique-là est une vraie problématique, sachant que derrière, il y a la BCE. Et il y a une BCE qui ne va pas faire plaisir, qui ne va pas être là pour tous les rendez-vous, et notamment pour un gouvernement dont elle pourrait juger l'orientation sanctionnable ou mauvaise, mais qui est quand même là dans un contexte géopolitique qui est très particulier et où, quelque part, cette dimension géostratégique de protection qu'on a très bien vue ces derniers trimestres quand même, incontestablement, fait qu'elle a un petit peu, elle joue ce rôle de matelas de sécurité. Je ne sais pas jusqu'où. Et comme vous le disiez très justement, ces marges de manœuvre ou d'intervention sont normalement cadrées. Sauf que tout le monde sait qu'on ne va pas laisser tomber la France et qu'on ne va même pas laisser émerger un risque de crise souveraine parce que l'environnement le permet pas. Et voilà, tout ça, ce ne sont pas des bonnes raisons. Mais ça me semble
permettre de mieux expliquer la relative distance des marchés, la principale étant sans doute l'absence de majorité et le besoin de consensus si on veut avancer. Maintenant, attention, le pire scénario, il est peut-être peut-être dans quelques mois. C'est celui où la France s'est figée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gouvernement, ou on en a un qui échoue, etc., et ça ne tient pas. Et finalement, il peut y avoir des mouvements sociaux, parce qu'il y a eu une revendication ou des revendications très puissantes. Et ça, on ne le mesure pas du tout. Et si la France donne le sentiment d'être un espèce de magma politique d'instabilité permanente qui va déboucher sur quelque chose qu'on ne sait absolument pas prévoir dans 12 mois ou un peu plus que 12 mois, avec de nouvelles législatives dans un environnement politique qui pourrait être celui qu'on a eu depuis 15 jours, 3 semaines ou davantage, alors ça peut être c'est le déclencheur. Une sanction. Mais ce n'est pas le déficit en tant que tel que vous voyez être le déclencheur, toute chose égale par ailleurs, je pense qu'on a tendance crise de marché à autour de la France. moi-même un peu trop d'importance. C'est très honnête de le dire, effectivement, comme ça. On n'est pas... Je m'interroge. Oui. Il y a une distance qui s'est créée entre les marchés et ces situations de déficit, même si la France est plus regardée que jamais, procédure de déficit excessif, les agences qui vont revenir, qui ont déjà alerté, etc. Peut-être d'ailleurs qu'à ce stade, pour les investisseurs, ça suffit de savoir que la France est quand même encadrée de ce point de vue-là. C'est peut-être quelque chose de suffisant à ce stade. D'ailleurs, quand on fait des scénarios, un peu c'est ce que vous disiez, si à un moment donné ça dérape, les spreads vont s'envoler et de toute façon, ça va corriger derrière. Donc c'est une histoire de 3 mois ou 6 mois de crise et je pense que ça c'est dans les esprits, y compris des politiques, et que ça c'est quand même probablement un frein. Le film... Crise britannique, Liz Truss, octobre 2022, et est encore un film récent de ce point de vue-là, et sans doute dans toutes les mémoires des chancelleries et des ministres des Finances en Europe. Vos commentaires, bien sûr, Gilles, et puis sur cette relation entre politique, alors je disais bruit politique, mais dimension politique et dynamique des marchés, course des marchés. On parlera peut-être d'aspects plus fondamentaux après, entre l'inflation américaine et les résultats des entreprises. Mais cette dimension politique, elle est quand même malgré tout de plus en plus envahissante. Les élections britanniques, on scrute la coalition en Allemagne qui se met d'accord sur un budget à minima, sans ambition, mais qui trouve quand même cet accord politique, etc. etc., etc. Oui, je pense que la politique quand même compte. La politique au sens, le climat de façon générale. Et pour apprécier une situation, vous savez que j'aime bien, moi, pour établir des diagnostics, élargir la focale, ce qui permet également de trouver de nouvelles solutions à un diagnostic et à une problématique. La problématique quand même en zone euro et en France, la France représentant une partie importante de la zone euro, c'est quand même qu'il y a moins de visibilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, on traduit ça par risque de paralysie, risque de rien faire, risque de ne pas continuer à réformer ou éventuelle crisette. On est un peu dans la situation de l'Assemblée de 2022, mais en un peu plus pire, quoi, si je puis dire. C'est ça. À la marge, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est dégradé. Mais il y a toujours ce sentiment un peu de... C'est ça. Et les observateurs de l'histoire aiment également nous rapporter à la 4e République. Bien sûr. Et l'instabilité politique qui prévalait alors et qui était, alors dont on pouvait difficilement apprécier la corrélation avec l'évolution des marchés. On n'a pas les historiques, mais on peut quand même se imaginer que le prix des actifs français et la capacité des grands investisseurs internationaux, y compris les Français, à investir, à risquer sur les marchés, tous les marchés obligataires, actions, crédits, etc., est moins élevé relativement quand on est dans un contexte de moins grande transparence et d'incertitude, voire de possible instabilité. Alors quand on élargit un peu la focale, quand même, il y a un diagnostic qui est partiellement propre à l'ensemble du monde industrialisé. Et malheureusement, pour partie aussi, à une espèce de
de dégradation de la situation de la France sur le long terme. J'en veux pour preuve la situation des finances publiques, mais aussi des taux de chômage structurels sur le long terme, de la capacité des financements des retraites, du degré d'innovation, du degré de compétitivité, de l'économie, productivité, adhésion aux règles, respect des règles, etc., etc. Et là, nous, on fait une analyse qu'on met à jour régulièrement. La France ne fait pas partie des meilleurs pays développés dans le monde. C'est pas un triple A. Depuis longtemps. Enfin, selon vos critères à vous. Selon nos critères, nous on utilise les termes triple A+, et puis le reste. Ouais. Triple A+, c'est pas seulement une question d'agence de rating. On a une quinzaine de critères qualitatifs. Voilà. Et on peut identifier que les valeurs, en règle générale, dans ces pays-là, ont tendance à surperformer sur le très long terme, et ça correspond à des avantages compétitifs très forts, et d'autant plus forts qu'ils sont diffus et multiples. Alors, donc ça, c'est malheureusement... pas notre situation. C'est pas notre situation, on ne fait pas partie, et on s'en éloigne. Doucement, mais régulièrement. Et l'épisode actuel, c'est également un épisode d'éloignement. Ouais. Le deuxième élément qui est plus général au monde développé, c'est l'inflation. Parce que quand on regarde l'inflation, on se dit, on la regarde à 12 mois ou à 3 mois, on se dit 2,5%, mon Dieu, c'est bas, le problème est résolu, pourquoi les banquiers centraux, notamment la Fed, qui a des taux d'intervention beaucoup plus élevés, ne baissent pas rapidement ces taux. Et en fait, quand on analyse vraiment la problématique, c'est que, si on regarde pas sur 12 mois, mais sur 4 ans, eh ben on a fait plus 18%. Oui. Sur un panier moyen qui est en fait largement conventionnel. Et ce qui est différent selon à qui on s'adresse, selon qui subit. Bien sûr. D'accord ? Si vous prenez dans tous les pays développés, la médiane des salaires, des revenus, en sens large, inférieure, eh ben c'est des gens qui souffrent beaucoup plus de l'inflation. Oui. Énergie, essence, etc., nourriture, qui représentent... L'inflation ne frappe pas, pas du tout la même proportion. Pas du tout. Et donc, cette augmentation des demandes alors, c'est très désagréable d'être dégradé pour tous les primates supérieurs. On peut avoir des expériences sur des animaux qui sont assez intéressantes en la matière. Et puis il y a l'expérience en temps réel. L'espèce humaine en particulier. C'est très désagréable. Très, très désagréable. Et on voit, en fait, des demandes et donc en face des promesses qui sont plus ou moins réalistes. Plus ou moins... et ça, c'est un problème. Et ce problème-là, selon nous, il se résout en regardant et en n'oubliant pas dans son allocation d'actifs les pays de meilleure qualité dans le monde, qui représentent 20% de la capitalisation boursière des pays occidentaux. D'accord. Donc c'est l'occasion de se replonger dans cet univers des AAA+, comme Exactement. vous l'avez noté chez vous, chez Equity GPS. Est-ce que ça veut dire, ce que nous dit Gilles Bazissire, je traduis sa question pour vous, Florent, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des raisons d'imaginer que les actifs français, actions, OAT, taux, crédits, ait une place structurellement peut-être plus faible dans certaines allocations d'actifs de grands investisseurs globaux. Vous évoquiez là cette période de 2-3 ans jusqu'à la prochaine présidentielle. Enfin, je ne sais pas combien de temps il y aura jusqu'à une prochaine présidentielle, mais sur le papier, il y a 3 ans devant nous. Est-ce que pendant cette période-là, on peut imaginer des grands investisseurs internationaux dire, la France action dans le MSCI World, c'est 2,7%. Déjà, c'est pas beaucoup. Nous, on en aura plutôt 2,5 ou 2 plutôt que 3 ou 3,5, quoi. À moyen terme, je ne crois pas, puisque le marché va donner du temps à la classe politique française pour trouver un cap. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de remise en cause fondamentale de la part des investisseurs sur la question de la détention d'actifs français. Pour ce qui concerne la dette, Véronique l'a évoqué, à ce stade, les questions d'endettement ne sont pas sérieusement prises en compte par le marché, qui a tendance à mettre de côté cette problématique-là, et ça peut durer encore quelques années. Et pour la question du tissu industriel français, dont on sait bien
qu'il est un peu en souffrance. Je dirais que les investisseurs se reportent plutôt sur des multinationales qui ont une exposition assez large à l'international, et de ce fait, même en achetant le CAC 40, on est quand même exposé bien au-delà de la France. Donc il n'y aura sans doute pas de défiance à l'égard des actifs français dans les prochaines années. Par contre, il est vrai quand même que, tout en restant relativement confiant sur ce qui peut se passer sur les marchés sur les prochaines années, il ne faut effectivement pas perdre de vue quand même, comme ça a été dit à l'instant, que la trajectoire quand même de l'économie française et de ses finances publiques n'est pas la bonne. Il y a un problème structurel de détérioration progressive des finances publiques, avec une difficulté à financer des investissements productifs, ce qui se traduit par une faible productivité et donc une croissance potentielle faible. Alors, quand on est confronté à une situation comme ça, il y a effectivement deux tentations. La première, c'est de mener une politique de l'offre, ce qu'Emmanuel Macron essaye de faire. C'est le cas depuis 10 ans plus, peut-être maintenant en France. C'est bien sûr aussi, donc politique de l'offre, on essaye de relancer... quinzaine d'années qu'on est là-dedans. Qui est censée amener de la croissance et du pouvoir d'achat. Bon, il est vrai que malheureusement ces politiques de l'offre n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est pour ça qu'il y a une partie de l'électorat qui est tenté par des politiques très, très keynésiennes que le nouveau Front populaire incarne, avec, je le lisais encore ce matin, cette idée que le plan de dépenses équivalent, d'après l'estimation que j'ai pu voir, à 8 points de PIB sur les 3 prochaines années, qui n'est pas... C'est 2 mini-budgets de Liz-Truss. Voilà. Dont on dit qu'il n'est pas complètement financé, mais l'argument qui est mis en avant par les économistes du nouveau Front populaire, c'est de dire que, en bon keynésien, que cette dépense et la consommation qu'elle va provoquer... Ça va reboucler, quoi. Provoquera un surcroît de croissance qui provoquera des rentrées fiscales. Donc on est toujours dans les mêmes débats entre politique de l'offre et politique keynésienne. Et c'est vrai que la France reste à ce stade dans la difficulté de choisir un cap. Et quand on disait tout à l'heure que la politique, ça compte, c'est que effectivement, si le nouveau Front populaire parvenait un jour au pouvoir avec une majorité claire et avec, disons, un représentant très déterminé comme peut l'être Jean-Luc Mélenchon, un rapport de force sans doute très musclé serait engagé avec l'Union européenne et la Commission européenne dans l'idée de convertir l'ensemble de l'Union européenne à des politiques keynésiennes, parce que c'est ça l'idée sous-jacente du nouveau Front populaire. C'était déjà un peu celle de Hollande, il avait dû abandonner, mais ça l'est clairement du côté de LFI, c'est de changer le logiciel de l'Union européenne, qui est quand même plutôt un logiciel politique de l'offre, pour engager l'Union européenne dans des politiques keynésiennes, donc financement massif de la dépense, on accepte l'inflation qui va avec, on essaye de rétablir temporairement le pouvoir d'achat de cette manière-là. Donc là, ça constituerait effectivement une vraie rupture politique. Ouais, j'entends. Parce qu'il y a un changement de logiciel, où on passe d'une politique de l'offre à une politique keynésienne. Et là, pour les marchés, pour les détenteurs d'obligations, non seulement françaises, mais aussi européennes, ce serait un game changer. Là, c'est un vrai game changer. C'est le moment où un rapport de force engagé par des pays puissants de l'Union européenne, évidemment la France, mais on peut imaginer l'Italie qui viendrait se greffer un dispositif. Donc si vous mettez France et Italie ensemble, avec comme idée de changer le logiciel européen pour revenir à des choses plus keynésiennes, là la politique peut faire basculer les marchés. Voilà. À propos d'Union européenne, Véronique, j'oublie pas que cette séquence française, elle est générée aussi par l'élection européenne. C'était quand même ça le sujet quand même du mois de juin. Normalement, c'était le point de départ. Mais enfin, cette élection européenne, elle a toujours eu lieu et elle a produit ses résultats au Parlement européen. Alors, le bloc centriste, la majorité du bloc centriste n'est pas remise en cause. On voit un jeu de repositionnement des droites les plus dures. Intéressant de noter d'ailleurs que le RN va intégrer le nouveau groupe des Patriotes pour l'Europe, emmené et créé par Viktor Orban, Premier ministre hongrois, aujourd'hui président de la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Qu'est-ce que ça nous dit de la trajectoire des politiques menées par l'Europe jusqu'à présent ? Est-ce qu'on reste dans le cadre, comme le disait Florent, défini, connu ? Est-ce que ça peut nous emmener vers des choses qui étaient peut-être moins prévues ou prévisibles ces dernières années ? Eh bien, d'abord, merci d'aller sur ce terrain parce que je pense qu'on l'oublie.
On oublie quand on est français, parce qu'on est très occupé forcément par tout ce qui se passe et par nos rendez-vous dominicains au bureau de vote. Mais on a oublié, et je pense qu'on n'a pas passé assez de temps à réfléchir à cette Europe. Et ce qui se passe aujourd'hui, finalement, il y a eu un vote revendicatif dans la plupart des pays européens. Ça s'est soldé par une montée des votes extrême droite en général, avec au Parlement européen, donc 25% à peu près, alors je ne suis pas tous les jours, mais a priori c'est là où on en était arrivé, du Parlement pour cette formation. Première question, comment on en arrive là ? Pourquoi ? Quelle est la revendication des populations européennes ? Est-ce que l'Europe a entendu ce message ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense que le vote français s'inscrit dans cette problématique-là. Participe des mêmes mécanismes qui ont amené aussi ces partis-là à avoir plus de pouvoir qu'avant au sein du Parlement européen. Bien évidemment, me semble-t-il. L'Europe pose d'énormes questions. Elle pose d'énormes questions et pour faire court, et une question qui me semble aujourd'hui absolument cruciale, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et nous, économistes, en parlons encore moins, j'ai l'impression, c'est cette problématique de l'élargissement européen, qui n'en finit pas. On nous promet une Europe à 37, d'accord ? On ne sait pas trop quand, ou 34. En étant plus raisonnable. On laisse la Turquie, parce qu'on se dit que ce sera peut-être un peu plus long. Oui. On intègre, on dresse des ponts d'or à l'Ukraine. Ok, on comprend bien pourquoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire économiquement ? Ça veut dire que dans une Europe où il y a liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux, on permet, le projet est magnifique, il est unique au monde, il a tout pour lui sur le papier. On permet à des pays les moins développés de rejoindre le plus grand marché libre européen, donc de profiter de transferts de capitaux quasi illégaux immédiatement, donc de transferts de richesses, plus de subventions, et donc de leur offrir la voie vers une élévation de leur niveau de vie à une vitesse qui n'est en général jamais observée nulle part ailleurs, à part quelques rares pays d'Asie, et ça commence à devenir denrées rares pour le coup. Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue fonctionnement économique ? Ça veut dire que constamment on crée des chocs. On crée des chocs de compétitivité. Le capital est libre de circulation, mais on aime bien quand il reste un peu fixé quand même. Or là, vous créez des conditions où finalement un pays n'a pas fini de se développer. Regardons l'Espagne, hop, il est concurrencé par l'entrée des pays d'Europe de l'Est, qui vont drainer les capitaux et les fonds structurels, et on abandonne l'Espagne pour se concentrer sur la Pologne et les autres, et on continue comme ça. Alors quand ce sont des petits pays, c'est pas très grave. Quand on est en pleine globalisation et que cet accès à la croissance qu'on donne à ces nouveaux membres sert de tir, de locomotive un petit peu à l'ensemble, finalement tout le monde y gagne un petit peu. Quand ce sont des partenaires historiques de l'Allemagne ou culturellement très proches de l'Allemagne qui peut délocaliser une large partie de ses coûts de production dans des pays à moindre coût, l'Allemagne y gagne et les autres en ramassent quelques miettes. Et puis, quand c'est la Pologne, ça devient nettement plus compliqué. Quand le reste du monde se referme, qu'il y a moins d'échanges, que la multiplication des échanges, y compris inter-européennes, ne peut plus beaucoup progresser, alors les nouveaux membres mangent sur le dos des anciens. Donc vous dites on arrive au bout de cette logique qui a permis à tout le monde d'y trouver ici et là son intérêt. Vous dites si l'élargissement devait continuer au regard de l'état du monde aujourd'hui, ça pourrait se faire beaucoup plus compliqué. D'accord. À l'encontre des intérêts de certains pays. Et il faut sur le qu'on plan économique, réfléchisse sur ce processus d'intégration. Ce que je viens de dire, si jamais je suis citée, est juste odieux. Je vais passer pour, je sais pas. Bon, c'est naturellement pas mes propos. On est tous contents de voir ces pays d'Europe de l'Est. Il ne faut pas qu'il y ait d'impensé par rapport à ça. Exactement, mais il faut penser comment faire mieux pour ne pas habiller Pierre en déshabillant Paul. Parce que Paul, c'est le père fondateur de l'Europe. Et Paul, il a ce sentiment de déclassement permanent. On se souvient des histoires des plombiers polonais, je ne sais quoi, qui alimentent ce ressenti. Et alors, avec un Parlement qui, bien sûr, va refléter cet accroissement, dans lequel la représentation des pays, quelque part fondateurs, enfin, pas quelque part, absolument fondateurs, ne se reconnaissent plus. Et
tout ceci crée une instabilité, une incompréhension et un manque de visibilité qui est éminemment négatif sur les populations, sur notre contexte social, politique et sans doute économique. J'ai l'impression que là, les dernières jambes d'extension, d'élargissement européenne coûtent davantage qu'elles ne rapportent à l'ensemble. Un vrai travail à faire ici. Un vrai sujet parce que la promesse de prospérité européenne, elle est là. Il faut y arriver. Et si on n'y arrive pas, ce sera compliqué. Et si ces votes, parce que bon, il y a la France, mais pas que. Enfin, je veux dire, aux élections européennes, la coalition en Allemagne a subi un revers important. Mélanie s'est bien tenue, effectivement. On voit ce qui se passe aux Pays-Bas avec une plateforme là aussi droite dure, droite qui trouve son chemin. Voilà, finit par donner des clés. Effectivement, c'est pas juste aux une situation française. anti-européens, les clés de la gestion européenne dans trop de pays ou dans une part trop large de ce Parlement européen. Bon, on n'a pas beaucoup parlé des fondamentaux, mais je veux bien qu'on parle un peu de la logique d'investissement à ce stade. Je le disais sous forme de boutade, bon, la France au sein du MSCI, c'est 2,7%. Le seul poids d'une entreprise comme Nvidia, c'est 4,5%. C'est-à-dire que ça remet un peu aussi les choses en perspective quand on fait de l'investissement global et de l'allocation d'actifs. Tout à fait d'accord. Donc tout à fait d'accord pour apprécier vraiment le monde. Et voilà. c'est dans ces opportunités d'investissement et éviter de surpondérer de façon excessive un pays ou un secteur dans une allocation d'actifs. Or, si on regarde l'essentiel, la plupart des investisseurs français, ils sont extraordinairement surexposés à la France. À leur marché, oui. Pas seulement à leur marché. En règle générale, leur emploi est une entreprise ou une administration française. Non, bien sûr, oui. Leur premier actif est quand ils en ont, c'est de l'immobilier en règle générale, principalement en France. En tant que Français, on est chargé de France. Ensuite, on a soit entre guillemets de l'assurance vie qui porte un nom très, très, très rassurant et qui en fait des investissements en obligations d'État françaises. Et enfin, sa retraite, elle est déterminée par le flux futur des cotisations entrantes. Ici, donc c'est un message aux Français, à l'investisseur et à l'épargnant français que vous adressez alors. Et ensuite, en règle générale, pour la proportion faible qui investit en actions, il lui est souvent proposé des investissements français ou en zone euro. La zone euro dont la France représente une voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez important selon nous et il convient d'autant plus d'être diversifié au niveau mondial qu'on n'est pas du tout diversifié pour le reste. Internationalisation des portefeuilles et des allocations. C'est très important et d'autant plus qu'on est dans une situation où, selon nos ratings, on a des ratings quand même faibles sur les marchés développés, élevés seulement sur les marchés émergents. Et alors avec des marchés émergents qui ne font pas tellement envie dans le cas de la Chine. Non. Le Brésil, on peut se poser aussi des questions quand même en termes de qualité entre guillemets. Il y a un marché émergent qui nous plaisait beaucoup depuis 2 ans, c'est l'Inde. Notre rating a baissé sur l'Inde, mais le sentiment de marché reste très favorable. Et quand on regarde dans l'histoire, même quand on avait un rating faible sur l'Inde, le marché indien en devise locale continuait de progresser en moyenne. Le momentum. Sur le très long terme, ça nous paraît toujours intéressant d'être en Inde. Bon. Internationalisation, regardons au-delà effectivement de nos seules frontières. Quel est le message et la logique d'investissement qui prévaut pour vous à partir de début de deuxième semestre 2024 Florent, on n'a pas le temps d'évoquer tous les sujets de banque centrale, etc. Mais voilà, est-ce qu'il y a quand même encore un environnement porteur effectivement pour être exposé au risque sur les marchés ? Oui, on continue d'avoir des allocations effectivement très, très internationales. On n'a pas opéré de mouvement sur les portefeuilles européens au regard de la situation politique, conformément à ce que j'ai essayé de démontrer. Et on a, je dirais, les grands choix du portefeuille, c'est de rester exposé aux actions américaines, mais plutôt sur la santé ou les valeurs bancaires, d'avoir une allocation tout à fait correcte aux actions européennes, et puis, de manière générale,
dans la perspective de la baisse annoncée des taux directeurs des banques centrales qui nous semble être à peu près balisée, même si les banques centrales ne veulent pas trop s'engager à ce stade, on a de la duration dans les portefeuilles pour bénéficier, on l'espère, de cette détente des rendements obligataires à venir. Bon, on en saura peut-être un peu plus cette semaine avec les prises de parole de Jérôme Powell attendues juste avant la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Florent Delorme, M&J Investments, Gilles Bazissière, Equity GPS et Véronique Riche-Flores, RF Research. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré au thème des émergents. Ce soir, avec un événement d'ampleur qui commencera la semaine prochaine en Chine, l'ouverture du Plénum, grand rendez-vous politique annuel. Qu'en attendent les économistes? Écoutez à ce sujet Irina Topasseri, économiste senior en charge des émergents chez AXA IM. C'est le cadre particulier que la Chine s'offre pour poser plutôt des jalons de long terme. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va avoir un impact conjoncturel, mais c'est intéressant parce que la Chine a le temps de ses cycles, donc il prend son temps, elle peut prendre son temps, donc elle peut regarder plus loin. Alors le fait d'avoir décalé cette réunion majeure a peut-être allumer un petit peu d'espoir qu'il y aurait des grandes annonces, etc. Sauf que il n'y a rien, absolument rien qui puisse laisser croire cela, parce qu'il n'y a rien dans le débat public actuel en Chine qui laisse entrevoir une réelle prise de décision à venir. Et je pense que là où on les attend, en tout cas, en ligne avec ceux qu'ils ont annoncés, et là encore, ils peuvent faire des annonces et ils peuvent les suivre. Ça a été cette nouvelle vision à ce que l'économie chinoise ne soit plus une économie drivée par les exportations, mais bien qu'elle devrait commencer à regarder vers la demande intérieure. Et là, elle a de quoi développer, parce que c'est quand même une énorme économie, donc elle pourrait. Des économies de cette taille-là, en général, ce sont des économies fermées. Il n'y a que la Chine qui a fait ce tremplin extraordinaire vers l'exportation. On cherche la dualité, c'est ça, comme ils disent. Voilà. Mais oui, et l'aspect dual. Exactement, bah oui. Et donc du coup, on aurait pu imaginer qu'on commence à avoir, justement, qui se donnent les moyens de parvenir à leur but. Et là, on n'a jamais entendu dans le débat public ou dans les phrases de Xi Jinping qui sont à souligner, parce que souvent les mots-clés sont là. Et on n'a jamais entendu, parce qu'en fait la clé de la réponse de leur changement de système, en tout cas bascule qui se fera dans le temps, c'est de développer un maillon de sécurité sociale qui permettra aux ménages chinois de dépenser, parce que c'est ça la demande domestique, c'est la demande intérieure qui demande de dépenses. Et c'est en fait, le sujet depuis 20 ans au moins. Exactement. Et l'entrée de la Chine dans l'OMC. Voilà, et en fait cela ne s'est pas passé. Les Chinois sont toujours très prudents, très peureux. Épargne un maximum. Épargne au maximum, donc à juste titre, puisqu'ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas de retraite, effectivement. Leur système de protection sociale est très faible, et c'est là où devrait venir justement ce troisième plénum répondre à quelque chose. Mais on a très peu de sensations que cela se fera à ce plénum. Et vous expliquez ça comment à ce stade? Il y a une forme d'incapacité à mettre en place ce safety net, ce filet de sécurité que tout le monde attend depuis 20 ans. C'est trop complexe à l'échelle du pays. Il y a un manque de volonté de le faire. Souvent, quand on parle avec les spécialistes en Chine, bien sûr, il y en a certains qui pensent que en fait, c'est vraiment une prise de conscience qui n'a pas été faite en fait. Donc ça veut dire que ça prendra un certain temps peut-être possible. Il y a encore un stade de déni à dépasser peut-être. Oui, et on l'a senti aussi durant le Covid. Ils sont pas prêts ils sont idéologiquement peut-être pas prêts à penser que soutenir le petit consommateur est quelque chose qui crée de la valeur en fait. Et donc à ce titre, pour changer justement la structure économique, ils ont beaucoup de mal à mettre en place ça. Ça devrait venir. Et enfin les voix sont audibles. Nous, beaucoup d'intervenants économistes et autres, le FMI, etc. Tout le monde en parle. Donc, ils sont au courant et pourtant, ils ont encore la main pas encore sur le bouton. Voilà, donc ça prendra son temps probablement. Bon, un plénum que les spécialistes suivront. En attendant, il y a aussi des sujets de terrain peut-être un peu plus pragmatiques. Alors, au-delà de la situation française, il y a quand même un nouveau Parlement, un nouvel exécutif européen qui va voir le jour dans les prochains mois. La nouvelle commission sera en place début novembre, Irina, dans un
contexte, on a bien senti que l'UE avait un peu pivoté sur l'idée d'un libre-échange parfait partout dans le monde. Mais d'une perspective chinoise, justement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir alors une économie américaine fermée aux produits chinois? Je crois qu'il n'y a pas de doute, quelle que soit la prochaine gouvernance politique américaine à l'issue des élections. En Europe, c'était peut-être un peu moins dans les radars et visiblement, il y a quand même quelque chose qui se passe de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un chemin quand même pour que l'Union européenne et la Chine restent des partenaires commerciaux dans l'idée d'un rééquilibrage peut-être, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus conflictuel qui peut se mettre en place? Alors c'est sûr que le changement d'attitude de l'Union européenne est majeur, parce qu'effectivement nous avons été souvent en Europe les derniers porteurs des valeurs du libre-échange. C'est bien dit. Donc il y a un vrai changement là-dessus qui est assez un fortuit pour la Chine en termes de timing, parce qu'on disait ils ont besoin donc de développer leur économie locale, demande domestique, et en même temps comment la financer si on leur coupe le bras qui est aujourd'hui essentiellement à l'exportation. Donc ça, c'est pas très bien dans le séquençage des événements, je trouve, pour la Chine, et ils sont très conscients de ça. Je pense que néanmoins qu'on peut quand même encore négocier avec l'Union européenne, ça c'est la bonne chose. Ouais. Et je pense que de manière, vu du côté on n'est pas au niveau de conflictualité qu'ont les États-Unis avec la Chine aujourd'hui. Je pense pas. Et d'ailleurs, du côté chinois, quand ils regardent ce qu'on a imposé en termes de tarifs douaniers, par exemple sur le véhicule électrique, ça ne fait pas trop mal tant que ça. Bien sûr que ça fait mal, c'est tout ce qui est pris aux marges des entreprises exportatrices chinoises, mais il faut savoir que les marges sur le marché local n'existe pas. Oui. Et donc, c'est toujours intéressant d'exporter. Ouais. Alors, j'avais regardé l'année dernière sur 10 millions de véhicules électriques en Chine produits, 1,2 million étaient exportés. Ouais. C'est encore pas beaucoup. Hein. Il y a une énorme demande rapporté à la production chinoise. Oui. Et une demande domestique énorme. Ouais. Leur objectif, c'est de tripler l'exportation à horizon 2027. Donc, ça vient un petit peu en contrepoids, mais à ce prix-là, je pense qu'il y a encore moyen de faire business avec l'Union européenne, et ce n'est pas gênant. Après, je pense qu'ils ont d'autres moyens de contourner. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle contourner, peut-être le mot est fort, mais on voit les Chinois discuter avec pas que en Europe, mais en Europe, par exemple, avec la Hongrie, venir se positionner. Donc, c'est plutôt sur les IDE, donc des investissements directs étrangers, produire à l'intérieur de l'Union, et ils peuvent bypasser en quelque sorte cela. Et on a vu l'Europe. L'Europe a du mal aussi à taxer trop, parce qu'on a nous-mêmes nos propres producteurs qui sont implantés en Chine et qui réexportent vers l'Union européenne. Et là aussi, on ne peut pas. Donc, voilà, donc en Europe, c'est toujours un peu plus mitigé, on discute un peu plus, et je pense que les Chinois aussi, ce qu'ils ont comme fort argument de leur côté, c'est quand même la politique européenne qui va interdire le moteur thermique à horizon. Ouais. Et les Chinois ont la capacité de production qui est énorme et déployable très rapidement. Ouais. Donc on reste quand même dans un chemin qui permet cette relation commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Intéressant, à propos d'ailleurs de ces relations commerciales, on a souvent l'idée alors conflictuelle Chine-États-Unis, rééquilibrage peut-être entre l'Europe et la Chine, mais intéressant de voir aussi ce qui se passe du point de vue de pays émergents majeurs vis-à-vis du partenaire chinois. Et j'en veux pour preuve toute une série d'exemples, à commencer par celui de l'Indonésie, qui veut mettre des tarifs de 100 à 200% sur certains produits chinois importés pour laisser vivre aussi son industrie locale. On parle d'un pays qui est quand même, j'imagine, sous perfusion, en tout cas inondé d'investissements directs chinois. Donc quand on annonce ce genre de mesures, j'imagine qu'il faut bien faire attention là où on met les pieds, Irina. C'est vrai. Alors si je termine... Et il n'y a pas que l'Indonésie. En Amérique latine aussi, on voit des pays qui commencent à monter les tarifs vis-à-vis des produits chinois. C'est pas le cas de l'Indonésie, et je reviendrai dans un instant. Mais c'est vrai que on a vu, les Chinois ils voient très bien qu'aux États-Unis, aux États-Unis déjà, ils n'exportaient pas beaucoup de véhicules électriques, par exemple. L'Europe, c'était leur terrain choisi. Oui. Bon, ils voient qu'ils sont tendus là-dessus, mais ils n'ont pas attendu ça. Ils ont commencé déjà à vendre un petit peu aussi dans les pays émergents. Et dès qu'ils arrivent, ils sont gros. Enfin, assez vite, ils noient un peu les producteurs locaux. Et donc, par exemple, sur le véhicule électrique, je pense notamment à la Turquie qui lance, le président Erdogan lance son modèle phare. Enfin, il y a un seul, le premier modèle turc de véhicule électrique.
politique. Et lui, tout de suite, il a dit on va mettre Stop à la Chine, un arrêt à la frontière. Et il comprend très bien pourquoi, parce qu'il a bien vu comment ça se passe. Quand ils arrivent, c'est trop vite. Pour la Turquie, pour l'exemple turc, par exemple, 10% des ventes aujourd'hui en Turquie sont des véhicules chinois. Pas que électriques, mais ils sont déjà très bien implantés. Alors, taxer le véhicule, je ne sais plus, je crois qu'eux, ils veulent taxer à 40% les véhicules chinois. Donc bon, ça va freiner quand même un petit peu, mais je pense que ça a donné de l'air. Surtout ce que ça a affecté le véhicule chinois, parce qu'il est très peu cher, ça affecte le marché secondaire, le marché d'occasion. Le marché d'occasion, entre un véhicule neuf, pas cher, chinois, et un véhicule européen de deuxième main, il va être très bien équipé, votre véhicule chinois, en fait, mine de rien. Donc, en fait, il y a d'autres canaux de solutions. Par contre, l'Indonésie, c'est pas encore ça. Alors, l'Indonésie a aussi une idée, c'est très, malgré le changement politique, il n'y a pas de changement de vision, en fait, de long terme en Indonésie. L'Indonésie reparle aussi de réindustrialisation, production locale, etc. Cela dit, les taxes auxquelles tu fais allusion, taxes particulièrement 4 types de produits, c'est le textile, les chaussures sport, les jouets, et j'ai oublié le 4e, mais c'est des produits céramiques. Les produits céramiques, voilà. Oui, j'ai vu ça. Donc bon, c'est une énorme taxe, je me sens à 200%. Mais alors, il faut dire que tous ces 4 produits ensemble ne font que 7% des exportations. Donc c'est très ciblé. Oui, c'est très ciblé. Et en fait, donc du coup, ils se fâchent pas entre eux. Tout ça, c'est... D'accord. Voilà, ils veulent que leurs producteurs locaux sur ces produits-là sont des petites SME, donc il faut des PME, pardon. Donc il faut les aider. Donc voilà, ils font un petit peu ça. Mais quand même, la Chine reste le premier importateur et le premier exportateur. Pas une rupture du contrat dans la relation entre la Chine et l'Indonésie. Donc en fait, il faut les voir cas par cas, mais quand même tout le monde. Enfin, il y a un réveil quand même des nouvelles règles du commerce mondial. Les barrières vis-à-vis des produits chinois montent partout dans le monde, y compris dans des pays partenaires dans la sphère émergente. Chine-Inde. Comment vous voyez le match du siècle, si je puis dire? Est-ce qu'il n'y a pas un géant de trop là dans la sphère émergente et au sein du Sud global? Donc Modi a été réélu, repart pour un tour. La Chine, comme vous disiez, a le temps de ses réformes et de son agenda. Et partir d'autres, Mais on sent quand même que là, il y a 2 superpuissances in the making dans la sphère émergente et du Sud global, et qu'il n'y aura peut-être pas de place pour les deux. Je pense que c'est difficile d'avoir 2 colosses. Si on pense à la Chine, je pense que c'est absolument non duplicable, ce qu'on a vu en Chine. Le modèle chinois était unique en son genre. Alors effectivement, il est un peu dupliqué au niveau des petits pays autour d'elle, mais grâce à la Chine qui a tiré en fait ça. Mais c'est difficile de faire comme eux, parce que d'abord, le système de prise de décision n'est pas le même. Donc je pense que structurellement parlant, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que les Indiens sont allés sur les services. Et ça a marché très bien, parce qu'ils sont les premiers exportateurs de services financiers, services compta, etc. On connaît IT, et bon, ça marche très bien. Modi parle effectivement de Make in India. Donc lui aussi, il veut la même chose. En fait, tout le monde dit la même chose. C'est ça qui est inquiétant, parce que pas tout le monde peut le faire. Donc lui aussi, il veut industrialiser, ou en tout cas permettre aux étrangers aussi de venir. Je pense qu'il y a des discussions sur certains producteurs de téléphones portables à s'implanter. Mais ça ne change pas beaucoup, parce qu'une ou 2 entreprises à la taille de l'Inde ne changent pas beaucoup. Ça changeait beaucoup au départ de l'histoire vietnamienne, parce qu'on est très petit, effectivement. Bien sûr. Il suffit de 2 grands... de zéro sur un petit niveau. Mais là, sur l'Inde, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est, je pense, peu probable que ça puisse faire la même répercussion. Et après, j'ai l'impression que les velléités de Modi ne sont pas les mêmes non plus. En fait, il prend lui aussi des décisions d'ailleurs protectrices. Lui aussi, il est assez protecteur. Mais c'est plutôt une protection de l'Inde, plus que vouloir une certaine hégémonie ou une certaine qu'il irradie un peu sur des zones. Je pense qu'il est moins intéressé là-dessus. Et d'ailleurs, son mandat, il est aussi quand même légèrement moins fort. Donc je pense qu'il fera très attention à rendre ce qu'il faut sur le plan local, plus qu'un focus extérieur. Donc non, ça ne sera pas la Chine, mais ça n'empêche que ça sera il a quand même une belle histoire devant lui sur plusieurs années, avec des grands enjeux, mais ça sera pour dans tous les décennies qui suivent. Il aura bien sûr, les objectifs 2030, 50, etc. Voilà. Mais ça veut dire que l'Inde, par exemple, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis du monde occidental, reste un pays un peu
entre deux de ce point de vue-là. Mais je pense Irina qu'il reste entre deux par rapport à d'autres aussi, comme la Russie et autres. Hein. Voilà. Donc, mais, effectivement. oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ces pays émergents qui ne peuvent pas se permettre de prendre part. Donc, quand on parle du enfin, Du North, Global South, voilà, oui, c'est ça. et donc, il y a quand même des pays qui font la liaison parce que entre c'est ces très difficile deux quand même, univers. hein. Oui, Oui, oui. donc c'est très très difficile. On voit qu'il y a un peu, on peut pas être aussi Catégorique. on Ouais. peut pas trancher si facilement. Et c'est le cas d'ailleurs de la Chine, hein, qui ne tranche pas tant que ça non plus, qui reste aussi. Je veux dire, tout le monde reste un petit peu, la Turquie aussi, qui joue un nombre de multiples rôles. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand même. Et si le Global South ne se réunit pas ensemble, pour faire vraiment un front aux Uni. pays développés, c'est pas le cas quand même aujourd'hui. Et fort heureusement, parce que ça serait encore à revenir dans des situations qu'on a connues par le passé qui sont pas quand même réjouissantes. Donc je pense voilà, il y a moyen, mais ils sont quand même assez opportunistes parce que leur situation les oblige aussi. Hein. Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM, qui était dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.